Bonsoir à tous. Je vais donc effectivement vous présenter un point de vue d'écologue sur cette question du changement climatique. Et donc en fait, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est les interactions, c'est-à-dire les actions réciproques du climat sur l'écosystème et de l'écosystème sur le climat. Donc pour démarrer, on peut dire que classiquement, quand on s'intéresse aux relations entre biodiversité et changement climatique, eh bien, on essaye d'abord d'évaluer les effets de ce changement climatique sur la biodiversité. Et donc, sans rentrer le détail, puisque ce n'est pas l'objectif numéro 1 de ma présentation aujourd'hui, en gros, ce à quoi on arrive évidemment, c'est que plus l'intensité du changement climatique, ici par exemple la température indiquait une forme de représentation de la croissance de la température, et bien plus ce changement va être important, plus on va aller vers une modification de la biodiversité, c'est-à-dire une perte en espèces. Il y a certains modèles qui sont d'ailleurs assez effrayants sur des prédictions de disparition massive d'espèces à l'échelon planétaire. Alors en fait, il y a différents mécanismes qui jouent, qu'on va évoquer rapidement. Le principal mécanisme, et c'est comme ça que ça a été étudié en tout cas au démarrage, c'est naturellement la migration, on va dire, des zones de température et de précipitation. Donc en fait, changement climatique, ça veut dire déplacement des zones climatiques. En gros, pour l'Europe, c'est à peu près 150 km de déplacement vers le nord en un siècle. Donc à peu près 1 degré en moyenne, on considère qu'1 degré de croissance de température moyenne, c'est 160 km de déplacement. Donc évidemment, ça veut dire qu'une espèce de course de vitesse est engagée entre les espèces et la migration des zones climatiques. Il faut que les espèces arrivent à se maintenir dans leur bonne zone, entre guillemets, climatique. Donc il faut bouger. Alors par exemple, pour des oiseaux, bouger, ce n'est pas forcément un problème, hein, puisque 160 km pour 1 degré sur 50 ans ou un siècle, ça fait quelques kilomètres par an, donc ce n'est pas un gros problème. Ça peut être beaucoup plus problématique pour des espèces végétales ou pour des invertébrés, par exemple, des vers de terre, ça ne bouge pas à cette vitesse-là. Donc la question de la mobilité des espèces qui va s'exprimer au niveau de la structuration du paysage, de la continuité des espaces naturels, les obstacles que constituent les villes ou pas, c'est un point clé. Donc sans rentrer dans le détail, une étude relativement récente de l'Union internationale pour la conservation de la nature a tout simplement regardé le changement de statut des espèces. Donc en gros, ce qui est en sombre, ça veut dire que rien ne change pour ces espèces-là. Et vous voyez très bien que si on fait des prédictions en disant qu'on a une migration libre, on a finalement l'essentiel des espèces qui se maintiennent sans trop de difficultés. 70-80% des espèces se maintiennent. Par contre, si on a peu de migration possible, alors là, on a une augmentation très forte et un changement de statut des espèces, c'est-à-dire qu'un tas d'espèces qui étaient sans problème de maintien à long terme deviennent des espèces critiques ou lourdement menacées. Donc la mobilité, c'est le premier point clé de l'impact du changement climatique sur la biodiversité. Mais il n'y a pas que ça. Évidemment, les saisons vont changer. Par exemple, la durée de la saison de croissance peut augmenter, la distribution des températures peut changer. Donc ça veut dire que les organismes vont rentrer dans une dynamique, on va dire, d'adaptation physiologique ou d'adaptation comportementale. Donc là, on commence à rentrer un peu plus dans le détail et dans les processus qui vont permettre à la biodiversité de se maintenir ou de ne pas se maintenir dans le futur. Et puis évidemment, si on reprend l'idée des espèces qui vont bouger dans l'espace, mais à des vitesses différentes, ça veut dire qu'à l'arrivée, entre guillemets, d'abord tout le monde ne va pas arriver, et ensuite à l'arrivée, les assemblages d'espèces vont être différents. Donc en fait, on va changer complètement la nature des écosystèmes. Or, on sait qu'aujourd'hui, un écosystème, c'est quoi? C'est des espèces qui contrôlent les populations des autres espèces, c'est-à-dire que chacun régule l'autre en quelque sorte. Alors, je vous rappelle que potentiellement, chaque espèce a la capacité à envahir la planète à plus ou moins long terme. Ça ne se produit pas parce que chacun contrôle l'autre. Donc là, on va être sur des communautés qui vont être transitoirement dérégulées puisque les espèces ne seront pas les mêmes et donc les réseaux d'interaction entre espèces ne seront pas les mêmes. Et puis on arrivera évidemment à un moment donné à une autre forme d'équilibre. Et puis évidemment, quand vous changez de façon durable des contraintes ou des ressources dans l'environnement des espèces, eh bien vous changez évidemment les pressions de sélection, ou la sélection au sens darwinien du terme. Et donc petit à petit, on va avoir une modification finalement de l'information génétique des espèces qui seront présentes à tel ou tel endroit. Et on aura sans doute même apparition d'informations, d'un codage génétique nouveau, hein, par le biais par exemple des mutations. Mais dans un premier temps, ça va être simplement un changement des gènes dominants dans les populations.
Donc le climat change, et ça veut donc dire que la biodiversité change profondément, à court terme, à moyen terme, à long terme, et à tous les niveaux, si vous voulez, de la logique du vivant. Alors maintenant, si je reviens à la question de l'interaction entre biodiversité et climat, en gros, voilà, on sait que le climat va jouer positivement ou négativement sur l'écosystème. Quand il pleut plus dans les régions arides, c'est bien, mais quand il pleut moins, évidemment, ça va être négatif sur l'écosystème. Et en retour, par exemple, la surface des forêts, qui va piéger plus ou moins de CO2, va jouer sur le climat. Donc on a vraiment un système, c'est-à-dire que les deux sont intimement liés. Raisonner séparément sur l'écosystème ou sur le climat, en fait, ça n'a pas de sens. Alors qu'est-ce qu'on essaye de faire, par exemple, quand on construit des modèles pour essayer de faire des projections pour le futur? Pour l'instant, on regarde comment fonctionne, qu'est-ce qui joue dans le climat sur l'écosystème? C'est la radiation, c'est la température, c'est la disponibilité de l'eau, ce genre de choses. Et puis de l'autre côté, comment l'écosystème joue sur le climat? Ça va être l'albédo, c'est-à-dire le fait qu'une surface va réfléchir plus ou moins l'énergie, donc va contribuer au réchauffement ou au contraire au refroidissement. Ça va être la transpiration. Plus une plante évapore d'eau, plus ça va jouer sur le côté refroidissement du climat. Donc ça, c'est des choses assez classiques qu'on a aujourd'hui de façon courante dans les modèles. Mais en fait, le système est plus compliqué que ça, je l'ai évoqué. C'est qu'en fait, entre le climat et l'écosystème, il y a l'atmosphère, il y a la chimie de l'atmosphère. Et là aussi, vous avez des actions positives et négatives du climat sur la chimie, de la chimie sur l'écosystème, de l'écosystème sur le climat. Enfin bref, on est sur un système qu'on appelle complexe, oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments et beaucoup d'interactions entre tous ces éléments. Donc là, il faut compliquer un tout petit peu si on veut rentrer, si on veut s'approcher de cette complexité. Donc on va regarder plus précisément, par exemple, quel est le comportement d'un tapis végétal vis-à-vis du CO2 ou un sol. Est-ce qu'il produit du CO2 ou est-ce qu'il fixe du CO2 ? On va regarder le rôle du tapis végétal sur l'évaporation de l'eau. Si vous êtes en mer, on va regarder comment la modification de l'acidité va changer la biodiversité, etc. On va donc être obligé de prendre un plus grand nombre de variables. Mais finalement, tout ça, pour l'instant, ça reste relativement simple. C'est-à-dire qu'on essaye d'identifier, au fond, des paramètres physiques ou chimiques qu'on arrive assez bien à maîtriser et à représenter de façon assez correcte dans les modèles. Sauf que en écologie, tous ces processus que j'ai évoqués, par exemple la fixation ou l'émission de CO2, c'est lié au vivant. Alors le vivant aujourd'hui c'est quoi? C'est d'abord des traits morphologiques. Si vous avez une végétation avec des feuilles très larges ou beaucoup de feuilles, vous avez un potentiel évaporatif fort. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez un potentiel évaporatif faible. Donc la nature de la végétation, la nature des espèces, leurs caractéristiques morphologiques va devenir un point clé pour comprendre et prédire ce qui va se passer en termes d'évaporation et donc de contribution au refroidissement du climat. Et ça va jouer tout de suite, à court terme. Il y a des études qui montrent par exemple que les feuilles de la canopée en forêt tropicale aujourd'hui diminuent leur photosynthèse, donc fixent moins de CO2 parce qu'elles sont trop chaudes tout simplement. On a déjà dépassé le stade de la température maximale pour la photosynthèse. Derrière, on a évidemment à un autre niveau le changement de diversité que j'ai évoqué avant, et l'abondance des populations, qui va donc moduler l'intensité de la réponse en termes d'évaporation, de CO2, etc. Là encore, on maîtrise à peu près. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les interactions biotiques, c'est-à-dire les interactions entre organismes vivants. Tout le réseau des interactions. Quand vous avez des milliers d'espèces dans un écosystème, vous avez des dizaines et des centaines de milliers d'interactions en réalité. Et donc ça, je vais montrer un exemple très concret tout de suite, ça change aussi totalement le fonctionnement de l'écosystème. Et donc si je veux faire des prévisions correctes, en théorie, je devrais intégrer ça dans ma modélisation. La dispersion, je l'ai dit avant, si des espèces ne sont pas capables de se déplacer dans l'espace, alors elles ne contribueront plus à l'écosystème dans le futur, et par conséquent, l'écosystème changera complètement de nature, de fonctionnement, et donc l'interaction entre l'écosystème et le climat sera différente. Et puis en plus, là, récemment, la biologie a fait des progrès. Il y a le concept d'épigénétique, c'est-à-dire finalement une certaine hérédité, on va dire, de caractère. Enfin, non, j'exagère. Disons que dans le changement d'information génétique, il y a des choses qui se font sur du relativement court terme. Et donc vous avez des informations génétiques qui sont héritables, donc, qui s'expriment pas à un moment donné, et qui peuvent s'exprimer au moment d'après, selon la nature de l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a quand même une petite action immédiate de l'environnement sur le fonctionnement du patrimoine génétique, ce qui est un petit peu nouveau. Donc ça complique encore un peu les choses, mais c'est plutôt une bonne nouvelle là, parce que ça veut dire que pour le coup,
la capacité darwinienne des espèces à changer, elle est un peu plus forte que ce qu'on pensait. Donc c'est plutôt un peu rassurant, c'est une des rares bonnes nouvelles sur le sujet actuellement. Donc en fait, l'idée c'est que si on veut réellement avoir de bonnes prédictions, il faut rentrer dans la complexité écologique, et ça évidemment c'est le grand défi scientifique aujourd'hui. Alors exemple, hein, si vous dites, voilà, aujourd'hui on dit pour lutter contre le changement climatique, il faut fixer du CO2, donc on plante des forêts. Oui, les forêts fixent du CO2, ça c'est vrai, mais les forêts ont une certaine couleur, c'est-à-dire une certaine albédo, donc elles peuvent contribuer au refroidissement ou au réchauffement, et puis elles évaporent de l'eau. Alors quel est le bilan de tout ça? Par exemple, si vous plantez une forêt, vous avez un sol nu qui est clair, vous mettez une forêt qui est sombre, vous diminuez l'albédo, donc vous allez vers le réchauffement. C'est embêtant, puisque nous, on voulait planter des forêts pour refroidir. Donc, il faut arriver à faire le bilan entre ça, CO2, albédo et évaporation. Alors, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, finalement, je prends une publication récente, si vous plantez des forêts en zone tropicale, c'est bon, vous allez aller au total vers plutôt quelque chose qui va contribuer au refroidissement. Mais si vous faites la même chose en forêt tempérée, c'est extrêmement incertain. Ça veut dire que assez fréquemment, au lieu de contribuer à refroidir le climat, vous risquez de contribuer à le réchauffer parce que, par exemple, l'effet albédo peut être supérieur à l'effet séquestration du CO2, par exemple. Donc voilà, il n'y a pas de recette miracle simple là comme ailleurs. Alors je prends un exemple sur l'histoire des interactions trophiques. Alors ce qu'on appelle trophique, hein, c'est la thématique qui mange qui en quelque sorte. Alors je vous prends un exemple en Afrique de l'Ouest qui est assez spectaculaire. Vous avez deux types de graminées. Des petites graminées annuelles à gauche. Alors c'est pas terrible, hein, ça fait une petite production, une tonne de matière ou deux en surface, et puis très peu de racines. Une tonne de racines. Donc la racine c'est quoi? C'est de la matière organique, c'est du carbone organique. Donc c'est potentiellement du carbone qui va se stocker dans les sols, donc du CO2 qu'on va retirer de l'atmosphère. Et puis vous avez un deuxième type de plantes, c'est des graminées pérennes, donc qui vivent très longtemps, jusqu'à 100 ans pour certaines d'entre elles. Et là, ça a beaucoup de racines. Donc ça veut dire que ça rentre beaucoup de carbone, donc de CO2, ça va contribuer à stocker beaucoup de CO2 dans le sol. Donc ça, voilà, on voit déjà que même zone, même sol, même climat, selon la nature de la végétation, on change déjà l'entrée du carbone dans le sol, c'est-à-dire la séquestration à long terme de carbone dans le sol. Et puis il y a un troisième acteur, c'est les herbivores, des chèvres et des vaches. Alors qu'est-ce qui se passe quand on tient compte justement un tout petit peu plus de la complexité de l'écosystème réel, en rentrant les vaches dans cette affaire, ou les herbivores en tout cas? Eh bien c'est très simple. Quand vous avez beaucoup de vaches, bien les vaches, elles ont tendance, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont, avec leurs dents, elles sont capables d'abîmer les bourgeons qui sont à la base des graminées pérennes, des graminées qui vivent plusieurs années. Et donc les populations de ces graminées tombent. Et donc à la place, vous avez du coup des annuelles qui n'ont plus de concurrents et qui se répandent partout. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? On a un sol qui était pauvre en carbone au départ et qui reste pauvre en carbone. Donc pauvre en carbone, ça veut dire peu de CO2 stocké, mais au passage, ça veut dire fertilité du sol faible. Et en plus, on s'aperçoit que dans ce sol, il y a plein de nitrates et que du coup, il va émettre du NO, qui est un gaz qui va perturber le cycle de l'ozone dans la haute atmosphère, et puis le N2O, qui est un gaz à effet de serre, c'est même, je crois, aujourd'hui, le 4e gaz à effet de serre en termes de contribution au réchauffement planétaire. Et puis deuxième scénario, vous diminuez la pression d'herbivorie. Dans ce cas-là, l'action des dents des herbivores sur les bourgeons, évidemment, il est faible. Donc du coup, les herbacées pérennes se développent, envahissent le paysage, et les annuelles diminuent. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit? Alors il y a une erreur. Le sol n'est pas pauvre en carbone, là, mais il devient riche en carbone. Il va passer à 0,5%. Et on n'aura pas d'émissions de NO et de N2O, contrairement à ce qui est écrit sur la diapo. Donc bravo. Voilà, donc le message, donc je récapitule, parce que du coup ça complique un peu. Donc avec des vaches, j'ai des graminées annuelles, je stocke peu de carbone dans le sol et j'émets des gaz à effet de serre. Avec moins de vaches, je stocke du carbone dans le sol et j'émets plus des gaz à effet de serre, N2O en particulier. Donc on voit que la gestion du troupeau de vaches oriente totalement l'écosystème, le fonctionnement de l'écosystème, et par rapport à nos
problématique climatique, eh ben, dans un cas, vous avez un écosystème qui est plutôt dans le bon sens par rapport à nos préoccupations climatiques, c'est celui avec les pérennes, et de l'autre, vous avez un écosystème qui est nettement moins efficace par rapport à ce changement climatique. Donc on voit bien que la prise en compte de la réalité d'un écosystème, c'est une clé finalement pour prédire ce qui va se passer, mais ça devient aussi une clé éventuellement pour l'action. On parlait tout à l'heure d'ingénierie écologique, c'était évoqué. Voilà, la vache, au fond, devient, enfin la vache ou la chèvre, devient un outil d'ingénierie écologique qui va vous permettre d'orienter le fonctionnement de votre système dans un sens ou dans un autre. Alors évidemment, tout ça, ça peut être vu autrement, et je terminerai là-dessus. Un agriculteur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un sol fertile, donc il veut du carbone dans son sol. Donc lui, il est plutôt copain avec les graminées pérennes. Mais un pasteur, évidemment, il est copain avec les vaches qui vont détruire les graminées pérennes et donc favoriser les graminées annuelles. Et donc, finalement, derrière cette histoire d'orientation de l'écosystème par rapport au changement climatique, on a aussi tout simplement un problème social. Tout le monde a entendu parler, c'est plus ou moins vrai, plus ou moins... c'est un peu mythique tout ça, mais le conflit traditionnel entre pasteurs et agriculteurs, finalement, il s'explique aussi par des caractéristiques écologiques. S'il y a beaucoup d'élevage, il ne peut pas y avoir un sol fertile. C'est l'un ou l'autre. Voilà. Donc la dimension un peu technique qui verrait la vache, enfin l'herbivore, comme un outil de gestion d'un écosystème à grande échelle par rapport au changement climatique, évidemment, ça doit s'inscrire dans la dynamique économique et sociale, locale et culturelle aussi derrière, mais là, je ne veux pas dire de bêtises, donc je cède la parole à ma collègue. Je vous remercie.